Très heureuse de vous retrouver comme tous les dimanches dans la totale au programme de votre magazine ce soir. Les agressions et meurtres de plus en plus récurrents au Sénégal. De grosses interrogations s'opposent notamment sur le traitement médiatique, la responsabilité des médias, des réseaux sociaux dans la divulgation de ces événements dramatiques. Comment mieux aborder ces actualités? C'est à voir dans quelques instants. Retour sur la précédente campagne agricole 2020-2021. Les autorités en charge de l'agriculture se sont félicitées des résultats dits records pendant qu'une partie des acteurs décèlent des manquements au-delà des chiffres à controverse. Nous ferons le point. Notre diplomate ce soir, Pierre Ahmed Ba, anthropologue, expert en intelligence des systèmes complexes. Avec lui, nous allons parler du retour de Laurent Gbagbo chez lui en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence. Il sera également question de l'avenir politique de l'ancien président ivoirien. Une toute nouvelle rubrique dans la totale dimanche écolo, la fenêtre consacrée à l'environnement. Et pour ce soir, Moustapha Gabar Diop s'arrête sur un phénomène aux proportions bien inquiétantes, la désertification et son impact au Sénégal où 34% des terres cultivables sont menacées. À la rencontre dans Tranche de vie de la communauté Lébou, une communauté de pêcheurs d'abord et d'agriculteurs ensuite. Il s'agit d'une ethnie très représentative au Sénégal. Tout de suite le développement. Sa mort a suscité une vague d'indignation et de compassion exprimée notamment sur les réseaux sociaux. Lotali Mollet, cette jeune étudiante congolaise tuée le mois dernier à Grand Yoff par un agresseur. Au-delà des réseaux sociaux, le film de son assassinat a été raconté au détail près par beaucoup de médias. C'est pour cela que nous nous intéressons d'ailleurs au traitement médiatique des cas de meurtre en général. Avec une interrogation, la presse fait-elle dans le sensationnel? Des réponses dans ce dossier signé à Wadjop. Meurtre atroce, agression suivie de meurtre, horreur à Grand Yoff, des titres qui en disent long sur le traitement médiatique de l'affaire de la défunte étudiante congolaise. Son agression suivie de meurtre relayée par toute la presse a choqué plus d'un. Le sensationnel vend bien certes, mais l'humanisme n'est pas à négliger dans le traitement de ce genre d'informations. Le respect de la dignité humaine, l'un des b.a.-ba qui régissent cette profession est malheureusement souvent négligé dans la publication de ce genre de faits dans la presse. Les règles d'éthique et de déontologie, fondement incontournable devant n'importe quel sujet d'actualité. Et dans ce genre de situation, la responsabilité des dire pub, red chef ou autres responsables de rédaction est engagée. Versé dans le sensationnel en mettant de côté l'aspect humain dans le traitement médiatique des informations en rapport avec les meurtres, pas du tout conformes aux règles de base de la profession. Les confrères sont donc appelés au respect de la dignité humaine, mais aussi à un peu plus de compassion à l'endroit des familles des victimes. Merci à Diop pour ce récit. Alors notre invité dans Confraternellement ce soir, le journaliste Samba Dialimpa Badji. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes aussi le rédacteur en chef de Africa Check, chargé de communication du CORED, le comité d'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. D'abord, vous avez suivi cette affaire de la jeune étudiante congolaise agressée puis tuée à Grand Yoff. C'était en mars dernier. Une affaire qui a occupé la une des médias des jours durant et des réseaux sociaux également. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais d'abord, que pensez-vous du traitement médiatique de cette affaire, oui? Alors, du traitement médiatique, je pense que de façon... Alors, c'est toujours compliqué de parler du traitement médiatique de façon générale parce que tous les médias ne traitent pas les événements de la même façon. Ils n'ont pas la même manière d'aborder des faits en fonction des... Donc, on a des médias qui ont fait un traitement responsable, journalistique. On a eu d'autres qui l'ont fait un peu moins et qui ont plus été dans le sensationnel en suivant un peu la vague des réseaux sociaux. Donc voilà. Est-ce que, partant de cette affaire, oui, nous vivons dans un contexte assez particulier, incertain, avec des cas d'agression, des cas de meurtre relayés pratiquement tous les jours, mais est-ce que tous les faits ou événements de ce genre méritent d'être aussi médiatisés? Alors,
C'est un peu paradoxal parce qu'à la base, le travail des journalistes, c'est de médiatiser les événements. Je pense que par exemple, s'il y a des cas d'agression, s'il y a des meurtres, il n'y a pas de raison pour que les journalistes n'en parlent pas, puisque ce sont des faits de société et qui occupent, c'est normal qu'ils occupent l'agenda médiatique, surtout quand on a cette impression qu'il y a recrudescence de ces phénomènes. C'est normal qu'on en parle. À mon avis, ce n'est pas tant le fait d'en parler que la façon dont on parle de ces événements qui doit être questionné, mais pas le fait d'en parler. Le fait d'en parler, évidemment, les journalistes vont en parler parce que si on n'en parle pas, on va nous reprocher de cacher des choses. Et parlant de manière, comment doit-on en parler justement pour éviter de heurter? Déjà, je pense qu'il y a une partie du problème qui est réglée par l'éthique et la déontologie journalistique, mais aussi le code de la presse et la responsabilité des journalistes. C'est d'abord de respecter la dignité des personnes qui sont concernées par ces faits, que ce soit des faits d'agression, des faits de crime ou tout autre fait. Il faut respecter la dignité des personnes concernées. Il faut aussi respecter la douleur des familles, des victimes. C'est aussi un aspect important parce que personne d'entre nous n'aimerait découvrir un deuil ou la mort d'un proche d'une certaine manière, surtout quand c'est présenté dans la presse. Donc il y a cette responsabilité que nous avons en tant que journalistes. Et l'autre aspect sur lequel on n'insiste pas beaucoup, c'est aussi le respect que nous avons vis-à-vis du public. Ce public, nous lui donnons de l'information, donc nous avons la responsabilité de présenter cette information dans des formes qui respectent le public qui consomme l'information. Il y a aussi le choix des mots. Absolument, il y a aussi le choix des mots. Tout ça revient au même, c'est-à-dire faire l'effort pour ne pas choquer le public, pour ne pas choquer les victimes, pour respecter la dignité des personnes concernées. Donc oui, absolument, le choix des mots aussi est très important quand on couvre ou quand on relaye des informations relatives à certains faits. Et là aussi, on peut s'interroger sur, pour une histoire de meurtre par exemple, ou de viol, un autre exemple, est-ce qu'il y a besoin de faire des titres aussi percutants pour attirer le lecteur? Alors, ça, je pense que c'est la responsabilité des responsables éditoriaux qui est interpellé, c'est eux qui choisissent quels mots on utilise, quel titre on choisit, etc., etc. Je pense qu'on n'a pas besoin de choquer pour attirer l'attention des lecteurs. On n'a pas besoin de choquer pour attirer l'attention du public. Je donne un exemple extrême, si on retourne un peu dans la cinématographie ou dans la télévision, où pour certains films ou certains contenus, on oblige les diffuseurs d'avertir avant le public que ces scènes peuvent comporter des images qui peuvent choquer le public. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre façon de relayer des informations, de parler de certains faits, nous avons justement cette responsabilité de ne pas choquer le public et de faire attention donc au choix des mots, aux photos, aux vidéos qu'on diffuse. Au contenu qu'on diffuse, il faut faire très attention sur les choix de tout cela. Oui, notamment sur les réseaux sociaux. On a remarqué qu'il s'agisse de ce cas ou d'un autre cas de meurtre ou d'agression ou de viol, quel qu'en soit le délit, on va l'appeler comme ça. La reconstitution d'un meurtre, par exemple, donne souvent lieu à de nombreuses versions sur les réseaux sociaux, notamment, et c'est de là que naissent les fake news. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef d'Africa Check, spécialisé dans la vérification des informations. Comment faire justement pour éviter ces fake news Alors là, je vais parler aux journalistes. Je pense que comment faire pour éviter les fake news, c'est déjà dans ces cas précis, de respecter les règles du journalisme. C'est-à-dire, par exemple, un journaliste n'a pas à aller ramasser tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux pour en faire une information diffusée. Mais ce n'est pas toujours les journalistes qui font ça. Oui, mais cela dépend.
ça dépend de la casquette, de quelle casquette, à partir de Sur quelle les casquette réseaux je sociaux, réponds. tout le monde est journaliste. Si c'est pour le correct, donc je disais que les journalistes ne doivent pas ramasser tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Après, sur les réseaux sociaux, c'est toujours compliqué de surveiller ce que les gens diffusent. Je pense que au-delà de ce que les gens diffusent, c'est ce qu'on partage. C'est-à-dire, on peut prendre un contenu que quelqu'un d'autre a diffusé sur les réseaux sociaux qu'on décide de partager. Je pense que dans ce cas, une attitude responsable, c'est de s'assurer déjà que ce qu'on veut partager est exact. Si on n'est pas sûr que c'est exact, on se garde de le partager. Après, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque les réseaux sociaux sont conçus de telle sorte que le partage lui-même est facile et on vous incite même à partager. Mais je pense qu'une première attitude pour réduire les fake news, entre guillemets, ou en tout cas la propagation de fake news, c'est avoir cette attitude de s'assurer d'abord que ce que j'ai entre les mains, est-ce que c'est exact ou pas, avant de décider de le partager. Parce que finalement, si l'idée, la finalité de notre partage est d'informer les autres, assurons-nous que ce qu'on va leur partager est exact ou pas. Si on n'est pas sûr que c'est exact, on ne le partage pas. C'est du moins l'attitude que je conseille les gens de suivre. Après, ça demande tout un travail de sensibilisation. Au-delà des articles qui sont partagés ou ces posts que l'on fait sur les réseaux sociaux, il y a aussi les photos que l'on partage. Des photos qui peuvent parfois énormément choquer aussi. Alors, si c'est sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a la possibilité de paramétrer son compte pour que quand les photos sont partagées ou quand les photos qu'on choisit, les photos qu'on reçoit, vous allez avoir un avertissement que telle photo peut choquer. Ces images peuvent choquer. Des photos d'un accident, par exemple. Oui, des photos ce que je veux dire, c'est que si vous les partagez, le réseau social sur lequel vous êtes, il y a possibilité de paramétrer pour que vous soyez averti que ce type de photo peut choquer les âmes sensibles, entre guillemets. Mais je pense que dans l'absolu aussi, si on décide de partager du contenu, on a également la responsabilité de s'assurer que ce contenu qu'on va partager ne va pas choquer les autres, ou tout au moins commencer par avertir que le contenu qu'on partage est susceptible de choquer certaines personnes et que ces personnes qui pourraient éventuellement être choquées par certains types d'images pourraient décider de ne pas ouvrir ces photos ou si ça ne les choquera pas, ils ouvriront. Mais voilà, il y a cette possibilité d'avertir les gens avant de partager ce type de contenu-là. Et pour en revenir au cas de meurtre ou d'agression, est-ce que vous avez l'impression que les médias sénégalais ont conscience de cette responsabilité sur la représentation sociale du crime notamment? Encore une fois, oui, je dirais qu'il y en a qui ont cette conscience. Il y a des médias, quand on les lit, les journaux, ou quand on suit des télés, on écoute des radios, on a le sentiment qu'il y a un effort qui est fait pour faire des choses dans les règles de l'art, pour en tout cas faire les choses en toute responsabilité. En revanche, il y en a certains qui ne respectent pas certains journaux, certains sites internet, qui on a l'impression que chez eux, il faut choquer, il faut faire dans le sensationnalisme. Peut-être qu'ils pensent qu'en le faisant, ça va leur attirer du flux. Et que fait le CORED dans ce cas? Ce que fait le CORED dans ce cas, le CORED, à plusieurs reprises, a attiré l'attention des médias, notamment par des communiqués sur la responsabilité des journalistes sur certains aspects. Des médias ont été sanctionnés pour ne pas avoir respecté certaines règles journalistiques dans le cadre de leur travail. Légèrement sanctionnés? Pardon? Légèrement sanctionnés. Légèrement sanctionnés, c'est comment dire, c'est un problème d'appréciation. Ça dépend de la perspective où on est. Je pense qu'une sanction est toujours désagréable, quelle que soit la nature de la sanction. Mais je pense qu'aussi la lourdeur de la sanction dépend du type
de faute qui a été commise. On ne va pas sanctionner lourdement certaines erreurs. Donc, tout est relatif, tout est relatif. Oui, pourquoi pas? Parce que le CORED a des degrés de sanctions et les sanctions sont souvent graduelles. Et l'autre chose sur laquelle je voudrais insister, je pense que la sanction à elle seule ne suffit pas, et ça aussi c'est la démarche du CORED. En partie, le CORED est en train de faire donc cette démarche pédagogique aussi, en initiant des séries de rencontres avec les responsables des médias ou les rédactions, les journalistes, pour discuter de tous ces problèmes qu'on constate dans les médias et voir comment les résoudre ensemble. Parce que nous restons convaincus au niveau du CORED que ce n'est pas un travail que le CORED seul peut accomplir et certainement pas uniquement avec des sanctions. Donc il faut mêler sanctions et sensibilisation, mais il faut mêler aussi sensibilisation et aussi amener les journalistes à s'accaparer et assumer cette responsabilité qui est que nous devons faire notre métier en respectant les règles, parce que c'est un métier. Mais est-ce que c'est un travail facile, compte tenu vous l'avez souligné tout à l'heure, de certains sites internet pour n'indexer personne, hein. Est-ce que c'est un travail facile? Non, puisqu'il y a cette sorte de liberté, notamment sur la presse en ligne. Oui, mais la liberté n'empêche pas... Qui conduit à des dérives. La liberté n'empêche pas le sens des responsabilités. Je pense que, oui, la liberté, je pense que le travail de journaliste, c'est un travail qui s'appuie essentiellement sur la notion de liberté, mais cela va aussi avec la responsabilité, notamment en respectant les règles de ce métier. Il y a une façon de faire ce métier, il faut respecter ces règles-là. Et c'est tout le monde qui est interpellé. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas uniquement le travail du CORED, mais c'est le travail de tout le monde. C'est le travail des journalistes eux-mêmes, les reporters qui vont sur le terrain, mais c'est aussi le travail des responsables éditoriaux qui ont cette charge de décider qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on ne publie pas. Et donc, le tri. Oui, qui font le tri. Et donc, si dans les rédactions, j'aime souvent répéter, ça devient même une chanson chez moi, que beaucoup de problèmes dont on se plaint dans les médias, la solution se trouve dans les rédactions. Si on décide dans les rédactions d'agir en toute responsabilité, il y a une bonne partie des problèmes dont on se plaint qui sera réglée. C'est déjà un début de solution. Donc, essayons d'assumer cette responsabilité-là. Cela reviendrait peut-être à dire que toute médiatisation est le résultat d'un tri. Absolument. Bon, c'est à l'arrivée, il y a quelqu'un ou il y a un groupe de personnes qui décident qu'est-ce qu'on diffuse, qu'est-ce qu'on ne diffuse pas, qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on ne publie pas. C'est un tri, c'est un choix. Le travail le journalisme lui-même est un tri. Vous allez sur le terrain, vous faites votre collecte. En arrivant, vous allez faire un traitement avant de diffuser. Vous n'allez pas diffuser tout ce que vous avez collecté sur le terrain. Donc c'est cela. Donc quand on diffuse quelque chose, quand on publie quelque chose, c'est que derrière, il y a quelqu'un qui a pris la responsabilité de diffuser, de publier et a estimé que ça mérite d'être publié. Donc c'est une responsabilité qui est lourde et c'est aussi la responsabilité de ces personnes qui est interpellée dans cette situation-là. Merci beaucoup, Samba Dialliba Badji. Je rappelle que vous êtes journaliste et rédacteur en chef de Africa Check et chargé de la communication du CORED, le Conseil d'observation des règles d'éthique et de déontologie, la suite de la totale. Et nous allons maintenant faire le point sur la précédente campagne agricole exceptionnelle aux yeux du directeur régional du développement rural de Kaolack avec une pluviométrie abondante. D'après Dr Souleymane Diop, rien que dans la vallée, dans le bassin arachidier, au moins 260 000 tonnes d'arachides ont été récoltées. La production de céréales a augmenté d'au moins 20 à 30%. Les paysans ont aussi exprimé une satisfaction par rapport à cette campagne. Voyons tout cela avec Adam Assar. La campagne agricole 2020-2021 s'est déroulée dans de bonnes conditions dans la région de Kaolack. Selon le directeur régional du développement rural de Kaolack, les récoltes ont été satisfaisantes. Cette campagne était une campagne exceptionnelle avec une pluviométrie abondante.
La région de Kaolack a connu même des hauteurs d'eau de 1000 mm à endroits. Récolte qui tournait aux environs de 200 000 tonnes, 190 000, 200 000 tonnes, est allée jusqu'à 260 000 tonnes au niveau de la région. Les céréales également étaient abondantes, il y a une augmentation de 20 à 30%. Concernant la commercialisation de l'arachide, les différentes usines que compte la région de Kaolack ont collecté 33 000 tonnes. De Kaolack, ce qu'il faut noter, il y a 4 usines. Il y a la Sonacos, il y a Copéol, il y a WOW, West African Oil, il y a également SS International Industry. Et la commercialisation s'est bien passée et l'ensemble de ces usines ont eu à collectionner environ 33 000 tonnes. À côté de la commercialisation de l'arachide avec les usines, il y a eu les exportations. Et cette année, il y a eu au moins 40 opérateurs sont identifiés au niveau de la région sur 5 centres de conditionnement. Et donc on a noté une quantité globale de 170 000 tonnes exportables qui ont été collectées au niveau de la région, acheminées vers Dakar. Les prix ont varié avec le prix plancher de 250 francs à 300, voire 325 francs le kilogramme par rapport au contexte. Du côté des paysans, la satisfaction est partagée. Selon le président de la Fédération des agriculteurs du bassin arachidier, les paysans ont vendu leurs graines avec un prix abordable. Concernant la vente, je crois bien que, je l'ai toujours dit, on était bien à l'aise parce qu'on a pu vendre nos graines à un bon prix et à temps. Donc concernant la vente, il n'y a pas de problème parce que l'État avait fixé le prix à 250 alors que nous avons vendu 300 voire 325, donc ça c'est acceptable. Pour la campagne agricole 2020-2021, l'État du Sénégal avait injecté 60 milliards de francs CFA. Merci Adam Assar, notre correspondant à Kaolack. Et nous recevons ce soir dans Coin Éco chère Tiziane Cissé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'Association des agriculteurs du bassin arachidier. La campagne agricole 2020-2021 s'est achevée. Est-ce que vous partagez les résultats rendus publics par les autorités en charge du secteur qui disent que la campagne a été exceptionnelle cette année? Écoutez, tout d'abord, c'est pour vous remercier de votre invitation et nous disons que vraiment, on est vraiment ravis d'être là parce que je pense que à ce niveau, vraiment, nous sommes vraiment très sérieux. Bon, pour la question que vous nous avez posée, je pense que la campagne qui vient d'être achevée a été vraiment une campagne tumultueuse dans la mesure où il y a beaucoup de dire et de redire au niveau des acteurs. Il y a certains qui disent que vraiment on a 1 800 000 tonnes comme récolte, mais il y a d'autres qui contredisent. Et moi je pense qu'à ce niveau, nous en tant que monde rural, en tant qu'acteurs qui sont à la base, nous trouvons que vraiment les 1 800 000, c'est vraiment des chiffres de trop aussi. Parce que comme vous le savez, nous sommes des acteurs qui sont à la base, qui vivent le secteur à la base, et nous connaissons que la production de l'année dernière n'était pas très au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Parce que les graines n'ont pas répondu, parce que ne sont pas arrivées à maturité, mais aussi les rendements ne sont pas aussi arrivés à maturité. Et je pense que pour cette présente campagne hivernale, ce qui a démontré ça, on a vu que sincèrement avec comment on appelle ça, le ministre a sorti plusieurs comment on appelle ça, plusieurs circulaires pour dire que oui, en premier lieu, on ne veut pas que des graines soient importées de l'extérieur, surtout de Burkina, et que par contre aussi, il y a les acteurs des techniciens agricoles qui ont refusé de donner des certifications. Et je pense qu'à ce niveau-ci, on avait vraiment 1 800 000 tonnes. On n'aurait pas à craindre des graines
ou bien à insinuer comme quoi qu'il y a des graines qui vont venir de Burkina. Donc tout ceci montre que vraiment le problème de la production a été vraiment un problème pour l'année dernière. Est-ce que cela ne risque pas de se répercuter sur cette campagne nouvelle qui a d'ailleurs démarré il y a quelque temps? Écoutez, c'est ça le problème, parce que comme vous le savez, nous en tant que des gens, comme je l'ai dit tout de suite, dans le monde rural, nous voyons que vraiment les semences qui sont là restent à désirer dans la mesure où, comme vous le savez, quand les techniciens de l'agriculture ont refusé de faire des notifications et de faire des certifications, cela démontre nettement qu'il y a problème dans le secteur. Et comme vous le savez, si vraiment on ne certifie pas les graines, ça devient un autre problème dans la mesure où nous, en tant que des acteurs qui sont à la base, nous ne savons même pas quelles sont les qualifications des graines qu'on a. Et je pense que ceci peut poser vraiment des difficultés. Et à l'état actuel, avec le niveau de réception des semences, il y a pas mal de localités qui n'ont pas encore reçu la totalité de l'engrais. Mais aussi, l'engrais n'est pas encore sur place. Et à l'horizon, vraiment, nous voyons que la pluie ne tarde pas à venir. Oui, justement, par rapport à ça, la pluie n'est pas encore au rendez-vous. Il y a quelques pluies qui s'installent au sud et à l'est notamment. Est-ce que cette nouvelle campagne 2022 a démarré de manière effective? Écoutez, on a pour l'instant une fausse alerte dans la mesure où même ANACIM avait annoncé ça au niveau du monde rural, parce que comme vous le savez, l'ANACIM est un partenaire du monde rural et les gens ont commencé à croire à leurs avertissements. Les prévisions. Les prévisions. Et je pense que les paysans sont retenus dans la mesure où on les avait dit qu'il faut attendre jusqu'à la fin peut-être du mois de juin pour avoir vraiment la bonne pluviométrie. Donc c'est à ce niveau que les paysans n'ont pas eu à mettre le grain sur terre. Mais néanmoins, quand je venais aujourd'hui à Dakar, moi j'ai vu que les paysans ont anticipé certaines graines comme le mil, parce que le mil peut rester sous terre. Donc ils sont en train de semer ça, parce que comme vous le savez, avec le dérèglement climatique, les paysans sachent que c'est à partir des précipitations qu'ils peuvent avoir de bonnes productions. Donc, ils anticipent pour mettre le mil sur terre et après, quand la pluie va venir, parce que comme que la pluie ne suffit pas trop, donc il faut précipiter pour vraiment semer et avoir le temps de la pluie pour avoir la bonne production. C'est pour cela que vraiment, à l'état actuel, les paysans attendent, mais néanmoins... Est-ce qu'ils sont inquiets à ce stade, les paysans? Comment? Est-ce qu'ils sont inquiets à ce stade? Inquiet, pas du tout inquiet, dans la mesure où, bon, c'est une fausse alerte, bon, ils attendent, mais comme vous le savez, on ne sait pas pour l'instant qu'est-ce que ça va devenir l'hivernage. Est-ce qu'il y aura beaucoup de pluie? Parce qu'il y a certaines qui disent qu'il y aura de la pluie, mais il y a d'autres qui disent que la pluie ne sera pas abondante. Donc il nous faut vraiment des semis, vraiment à base vraiment des semences qui sont à courte durée. Donc, c'est à partir de ce niveau qu'on pourra vraiment espérer avoir des bonnes récoltes. Et par rapport à cette nouvelle campagne, l'objectif du gouvernement, l'objectif d'ailleurs exprimé, c'est d'atteindre pour une campagne agricole 4 millions de tonnes de céréales et 2 millions de tonnes de cultures industrielles. C'est possible, compte tenu de toutes les difficultés que vous avez soulignées tout à l'heure? Écoutez, moi je pense que pour avoir vraiment des estimations, ils ont le droit de le faire, mais sur le terrain aussi, ça pose énormément de difficultés dans la mesure où l'accompagnement qu'il faut dans le monde rural n'est pas vraiment à terme, dans la mesure où moi j'ai toujours dit que les paysans ont beaucoup plus besoin des intrants, surtout l'engrais, parce que comme vous le savez, nos terres vraiment sont très pauvres et qu'à ce niveau vraiment, je pense que les fonds qui sont dégagés ne sont pas vraiment suffisants, d'autant plus que nous avons eu à dire que le gouvernement devait faire un programme de 3 ans d'accompagner les paysans et de leur donner assez d'engrais à un prix faible, d'autant plus qu'on sait que nettement qu'on a le phosphate qui est l'une des minerais les plus importants du Sénégal et qu'on a une usine d'engrais au niveau de Dakar, à Mbao. Donc normalement, on devait accompagner les paysans en intrants suffisants parce que les paysans n'ont pas
trop besoin de semences. Et on l'a toujours dit en tant qu'organisation paysanne, mais l'État s'endette vraiment parce que peut-être il y a des raisons politiques ou autres qui font que vraiment il ne faut pas ne pas faire ça. Donc à ce niveau, nous disons que ce qu'ils font comme estimation, je pense que ça peut ne pas vraiment donner ce qu'il faut. Vous l'avez souligné tout à l'heure en parlant des fonds. L'État a aussi prévu d'injecter au moins 60 milliards de francs CFA dans cette nouvelle campagne. Effectivement, parce que comme vous le savez, l'année dernière c'était ça, parce que c'était l'année dernière, c'était bien avant l'année dernière, c'était 40 milliards. Mais comme qu'il y avait la maladie de la Covid, le président Sall avait su que c'est à partir de l'agriculture qu'il pouvait vraiment booster l'économie et ne pas aller en récession. C'est pour cela qu'il avait ajouté 20 milliards pour ne serait-ce que maintenir l'économie à un niveau vraiment raisonnable. Et je pense que la montagne a couché dessus, comme vous le savez, parce qu'à l'état actuel, vraiment, il y a des contestations sur les estimations. Et c'est normal parce que le ministère devait vraiment estimer à ce niveau, parce que l'année dernière, c'était à 1 400 000 tonnes. Donc, il était obligé de progresser pour montrer que les 20 milliards ont donné des retombées. Mais vraiment, ça n'a pas été ce qu'il fallait. Donc, nous disons que... Il faut rectifier les erreurs pour cette campagne à venir. Effectivement, parce que cette année-ci, le président a su encore, il faut maintenir les 20 milliards, mais nous pensons qu'aussi, ça va retomber plus bas que ça, parce que d'autant plus que vraiment les semences laissent à désirer, et nous l'avons toujours dit, parce que comme vous le savez, les semences ont été confiées à certaines personnes qui sont mieux que par l'argent, par le rendement de l'argent, qui sont les opérateurs, et nous ne cessons jamais de les dénoncer, parce que c'est des gens qui ne savent pas comment maintenir les semences, parce que les semences demandent vraiment une structuration. Il faut vraiment avoir des adhérents et savoir multiplier ça, mais l'opérateur, c'est celui qui achète partout, il achète à Mbadakhoune, il achète à Nganda, il achète à Kaffrine, il rassemble et il donne ça aux paysans. Tandis que le semence ne se pose pas comme ça. Il faut avoir des paysans, il faut les donner, ils cultivent ça et ils te redonnent ça. Donc c'est comme ça doit se passer. Et non pas vraiment aller partout acheter et tu fumigues ça, tu vas fumiguer ça et tu gardes jusqu'à ce que vraiment il y a la campagne hivernale et tu donnes ça aux paysans. C'est ce qui prouve que des fois on a des tout venants et aussi il y a des écrémés et ça va déteindre sur les résultats en fin de compte et c'est ce qui est en train de se faire. Et si on ne prend pas garde, vraiment ça risque vraiment que l'arachide va disparaître. Parce que les paysans sont assez découragés. Parce que comme vous le savez, les paysans ils savent que maintenant il n'y a plus de rendement dans les récoltes et ils préfèrent vraiment retourner au maïs, dans les céréales. Parce que le coût du maïs en matière prix, vraiment c'est quelque chose qui est très abordable. Et à ce niveau, je pense qu'ils sont obligés de ne pas perdre du temps avec l'arachide et avoir vraiment les rendements qu'il faut et l'argent qu'il faut pour les céréales. Parce que le maïs à l'état actuel, ça coûte à 250 francs. Le mil aussi, pratiquement pareil. Donc, ils y trouvent leur compte. Et je pense que si on ne prend pas garde, l'arachide va disparaître. Alors que les acteurs qui sont sur le terrain souffrent. Ça souffre énormément. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut rendre César à ce qui appartient à César. Parce que moi, je pense que pour vraiment avoir des bonnes semences, il faut donner ça aux industriels. Parce que ça, c'est la matière première. Et les industriels vont former des partenariats avec le monde rural. Et ça va être vraiment quelque chose qui va être de plus sérieux. D'autant plus que c'est des gens qui savent que ces semences-là vont leur donner des bons rendements. Et ces bons rendements qui vont leur donner des bons achats pour qu'ils puissent faire rouler leurs machines. Donc je pense qu'à ce niveau, l'État vraiment doit regarder ce problème, ne serait-ce que pour retirer les semences au niveau des opérateurs et les donner ça aux huiliers. Je pense que c'est la bonne méthode pour vraiment corriger le problème. Oui, et quels facteurs entrent en jeu pour pouvoir apprécier une campagne agricole, pour dire notamment qu'elle a été bonne? Écoutez, parce qu'il y a quelque chose, moi je pense que de par l'observation, on peut savoir que la campagne est bonne, mais aussi de par les rendements dans les champs. Parce que nous, en tant que des gens qui sont sur le terrain et qui vivent des cultures, nous pouvons apprécier à partir des surfaces emblavées qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon.
et que aussi si les graines sont allées en maturation, oui ou non. Parce que cette année-ci, c'est ça qui a fait le problème. Parce que ça a été trop bizarre, d'autant plus qu'il y avait vraiment une bonne abondance des pluies, mais finalement, les graines ne sont pas allées en maturité. Il y a plusieurs spéculations qui disent que oui, il y a telle ou telle chose qui a causé ça, mais néanmoins, vraiment, nous, c'est ce que nous avons constaté. Le ministre a donné des chiffres fictifs. En tout cas, moi, je dis que... Qui ne reflètent pas la réalité. Moi, c'est ça que je dis. Parce que peut-être il était obligé de justifier ces 20 milliards qu'on lui avait augmenté. Donc, il est de son devoir de dire qu'il a un tonnage plus que le tonnage précédent. Donc, je pense que c'est ça le problème. Donc, il a été obligé de justifier les 20 milliards. Mais sur le terrain, ça n'a pas été vraiment quelque chose de réel. Merci beaucoup, cher Tidiane Cissé. Je vous rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Association des agriculteurs du bassin arachidier. Merci. Alors on enchaîne avec Bouillon Culture. Ils étaient là en 2000, puis en 2012 lors de la deuxième alternance. Ce sont les rappeurs sénégalais de la culture urbaine qui ont fortement marqué leur présence sur la scène politique dans un milieu où tous les coups sont permis. Bien des rappeurs en ont fait les frais pour avoir dénoncé à travers leurs textes ce qui est convenu d'appeler des injustices. Abdoulahmadi avec Augustin Mandon nous en disent plus. Le rappeur qui s'engage dans le hip-hop veut donner du sens à sa vie, explique l'un des doyens du hip-hop sénégalais. Du sens à sa vie pour sa communauté. De la politique donc, un milieu investi de nos jours par des rappeurs, rien de surprenant, légitime pour un citoyen selon Didier Awadi. Il a le droit de s'engager en politique, de soutenir qui il veut, de soutenir de clasher qui ne soutient pas. C'est un citoyen comme tout le monde qui prend des positions par rapport à sa société, il est témoin de sa société. Donc un rappeur a le droit de prendre des positions à travers ses chansons, à travers son travail. Tu utilises les outils que tu as pour prendre des positions dans ta société. Si ton outil c'est la musique, tu utiliseras la musique et tes textes. Des textes parfois qui frisent l'irrévérence, fait remarquer ce journaliste culturel. Alioune Diop le regrette, invite ces jeunes fougueux à l'orthodoxie. Souvent, on assimile engagement à la violence. Ça n'a rien à voir. Engagement peut avoir plusieurs tonalités. Engagement pour revendiquer dans le calme, engagement pour dénoncer, engagement pour conseiller aussi. Je crois que quand on parle souvent de rap et engagement, on fait allusion à la violence. Moi je dis non. Engagement ne veut pas dire forcément la violence verbale, ne veut pas dire forcément la violence physique. Si certains persistent à ne pas vouloir franchir les bornes qui séparent le rap de la politique, d'autres ont tout bonnement décidé de franchir le cap en s'engageant ouvertement. Un milieu qui pourrait être assimilé à une jungle où tous les coups, même les plus irréguliers, sont permis. Tu sais qu'en attaquant, ils vont contre-attaquer. Moi, on m'a fait payer des impôts, on m'a fait des commandements, et j'étais obligé de payer très cher l'engagement. Mais bon, ce n'est pas des choses qu'on dit. Parce qu'en s'engageant, en prenant des positions, on savait très bien que bon, c'est de bonne guerre aussi que l'autre ne te laisse pas en paix. Moi, on m'a même dit que, espèce de niaque, rentre chez toi, tu n'es pas sénégalais. J'ai entendu tout ça, tu vois. Et ça vient quelquefois des gens qui sont assez proches. Mais quand on s'engage en étant conscient de ce qu'on peut avoir comme représailles. Une politisation de la parole qui prend ses racines au début des années 2000 avec la première génération de rappeurs sénégalais dont Didier Awadi. Les old school s'étaient mobilisés pour le SOPI, ce qui a abouti à la perte du pouvoir de l'ancien président Abdou Diouf en faveur d'Abdoulaye Wade.
avant qu'une autre génération ne se signale avec le mouvement Y en a marre pour contribuer à faire gagner Macky Sall au deuxième tour de la présidentielle de 2012. Avec nous sur ce plateau, Abdourahmane Ly qui a réalisé ce reportage et il nous parle ce soir du rap. Bonsoir Abdourahmane Ly. Bonsoir Adama. Le rap mène à tout. Effectivement, on est passé donc du rap ludique à un rap engagé. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur les origines du rap aux États-Unis, mais bien entendu, on va parler des origines du rap au Sénégal. Et puis, on se souvient avec la première génération de rappeurs avec les PBS, les Human, etc. Le premier album de rap sénégalais a commencé. Le premier album de rap sénégalais a été donc l'œuvre du groupe PBS, Positive Black Soul, avec DJ Awadi et De Guiti. Le premier album intitulé donc Boul Falé avec cette chanson de DJ Awadi dont vous vous rappelez très certainement, Capsi, j'imagine. Et puis par la suite, au fil des années, il y a eu en 2000 par exemple avec, disons, cette même génération de rappeurs qui ont participé en tout cas à l'alternance avec, si je puis dire, le président Abdou Diouf qui a été remplacé donc par le président Abdoulaye par la suite. Et puis, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on parle plus d'ego trip. D'ego trip, quand on parle d'ego trip, bien entendu, c'est le rappeur, l'artiste tout simplement, fait autant que faire se peut pour satisfaire son ego. Et en parlant de lui, avec cette nouvelle génération, on parle il y a toujours ce principe d'engagement. Effectivement, mais bon, on parle plus d'ego trip de nos jours, parce que les rappeurs, ce qu'ils font le plus aujourd'hui, c'est parler d'eux, en fait, faire des clashs. On se souvient avec Deep ou bien Ngaka Ben, etc. Donc, c'est cette, si je puis dire, fonction qui est plus en vue aujourd'hui. Y a-t-il des rappeurs qui se sont imposés dans la politique? Je ne serai pas catégorique en vous disant carrément non. Ce qui est sûr est que, par exemple, peut-être pas au Sénégal, mais en Europe, par exemple, il y a eu cela, ou bien aux États-Unis, il y a également eu cela, qui ont voulu s'imposer. On se souvient très certainement de Wyclef Jean, qui avait voulu être le président Haïti. Effectivement. Donc, mais les jeunes étaient sortis pour l'accompagner dans ce sens-là, mais c'était sans compter. Et Kanye West aussi, qui s'était récemment présenté pour la présidentielle des États-Unis. Effectivement. Et aussitôt après, il s'est désisté. Effectivement. Mais pour revenir un peu au cas de Wyclef Jean, par exemple, c'était sans compter sur le conseil électoral, donc qui a tout bonnement rejeté sa candidature après quelques années. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on aura aujourd'hui au Sénégal peut-être des rappeurs qui seront à des postes de responsabilité très élevés, pourquoi pas président de la République du Sénégal? Le temps nous le dira très certainement. Merci beaucoup, Abdourahmane Ly, pour toutes ces précisions. Rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci. Il est bientôt 19h45, le journal qui vous sera présenté dans quelques petites minutes par Oussama Monique Sagna.